Bonjour à tous. Voici un rapide sommaire minuté qui vous permettra de vous rendre ou de reprendre au point qui vous intéresse. Dans cette vidéo, je vous expose une vision différente de la culture de la tomate, dont le point de départ est une rencontre assez inattendue au cours d'une randonnée en Savoie avec un champ de tomates autonome, pour ne pas dire sauvage. Comme on peut le voir à l'écran, des tomates se sont développées toutes seules le long d'une rivière sur un peu moins d'1 kilomètre de part et d'autre sur les berges. Alors, au niveau des explications, cela peut être des graines échappées d'une station d'épuration en amont, des maraîchers ou des jardiniers qui se sont débarrassés de cagettes de tomates pourries, ou, j'y crois un peu moins, mais d'une nouvelle variété de tomates qui s'est adaptée au climat montagnard. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt que ces milliers de plants de tomates se sont débrouillés sans intervention humaine, parce que tous les éléments dont elles avaient besoin pour se développer étaient réunis. La chaleur, cette rivière coule dans une vallée encaissée, à l'abri du vent, où la température monte assez rapidement. L'eau, avec la proximité de la rivière, et une terre riche avec le limon et les sédiments d'hiver ramenés par ce cours d'eau. Face à une telle faculté d'adaptation, on peut tous tenter de se rapprocher le plus possible de cette jungle de tomates. À l'état sauvage, la tomate laisse son légume-fruit se décrocher une fois mûr. Le fruit va se ramollir et contracter ses graines en son centre. Pour me rapprocher le plus possible de cet état naturel, j'ai donc laissé 3 tomates sur leur plan jusqu'à ce qu'ils tombent à terre. Je les ai laissés ensuite tout l'hiver à l'extérieur, sur mon balcon, où on peut voir sur une des diapos une couche de neige qui s'est déposée sur elle. J'ai ensuite planté ces 3 tomates le 28 février entières dans 3 pots. Je développe ensuite progressivement le système racinaire de mes petits bosquets de tomates, sur la profondeur, en les replantant successivement dans des pots de plus en plus profonds. J'extrapole pour le moment, mais je suis pratiquement sûr que la plantation de ma tomate entière, additionnée aux transplantations successives, va stimuler la greffe de mes plants entre eux, par la technique de l'approche. Les graines germent de manière si proche que je suis pratiquement sûr qu'ils vont se greffer. S'ils parviennent à se greffer, cela va stimuler la solidarité entre mes plants. Je pourrai vérifier ces greffes hypothétiques à la fin de l'année. Voici ma petite serre de balcon, voilà, qui est exposée plein sud, dans laquelle j'ai fait évoluer donc 4 pots de tomates en bosquet et 2 pots de consoude. Alors, par contre, dans un des pots de consoude, j'ai eu des semis, on peut dire des semis spontanés de tomates. Voilà, je ne vais pas les séparer, ils sont ensemble, bien entremêlés. Je vais les replanter avec la consoude au jardin. Alors, j'ai rapproché la caméra pour montrer à quel point les semis par tomate entière donnent des plants extrêmement proches, extrêmement serrés. Et lorsqu'on regarde au creux, on a l'impression de voir une seule et même plante. Voilà. Notre potager est divisé en 2 zones de culture. L'une destinée à la permaculture, l'autre à la culture traditionnelle. La partie permaculture ne représente qu'un tiers, car il s'agit d'un espace où nous expérimentons cette méthode que nous ne maîtrisons pas. En quelque sorte, c'est un espace d'entraînement. La zone permaculturelle est composée de plusieurs planches. Je vais installer mes tomates sur la planche A, la plus à l'état sauvage, délimitée par une petite haie interne d'1,50 m de haut avec 2 noisetiers et un pêcher, et la grande haie également entourant le jardin. Il y a aussi une petite mare au bout de la haie interne pour la biodiversité. En plantant au milieu, j'aurai ainsi des plants dans une terre souffrant moins de l'évaporation, car les arbres de part et d'autre y feront de l'ombre du lever du soleil à midi, puis de 16 h au coucher du soleil. Vous me direz alors, comment les fruits vont-ils mûrir? J'espère que la pleine luminosité acquise de midi à 16 h
Les heures les plus chaudes de la journée suffiront. Si cela ne marche pas, j'adapterai le système l'année prochaine. J'ai également lu et vu qu'il pouvait être intéressant d'intégrer les arbres fruitiers aux planches de culture, ce que faisaient entre autres les maraîchers parisiens. Mes deux noisetiers, mon pêcher, mon sureau sont installés ici depuis les années 90. Leurs racines se sont bien développées. J'espère, sans pouvoir le vérifier, que mes plants pourront se connecter à leur mycélium, un véritable réseau végétal. Alors voilà le côté permaculture, laissé au repos jusqu'au mois de juin, pour plusieurs raisons. La première, c'est de partager l'espace avec les autres habitants de ce jardin, qui vont pouvoir s'y reproduire, polliniser, s'y cacher, manger, mais aussi se faire manger. Cette mise en friche vaut toutes les maisons à insectes que vous pourriez acheter dans le commerce. Et c'est bien plus efficace. Alors comme on le voit à l'écran, j'y trouve des chenilles de papillons de nuit, de papillons de jour, qui ne peuvent se développer que sur les orties. À savoir que si vous ôtez la plante haute, eh bien ces chenilles ne pourront pas voir le jour dans votre jardin. Faut pas oublier que les papillons, c'est des pollinisateurs. J'y trouve également des gastéropodes, donc limaces, escargots et une ribambelle d'insectes. Voilà, ça foisonne de vie, j'ai du mal à identifier. Et je pense que ça peut être intéressant de faire une étude sur son propre jardin pour voir les insectes qui s'installent lorsque on laisse la nature reprendre ses droits. Donc voilà, on voit deux grosses chenilles de papillons de nuit. Alors, la seconde raison de laisser cette parcelle en friche, c'est que ainsi j'ai à disposition une source de paillage et d'engrais verts gratuits pour mes plantes. Alors, avant de commencer la coupe, je visite la parcelle A afin de faire le point sur ce qui a poussé de manière spontanée. Alors, il y a de l'ortie haute de plus de 2 mètres. Cela me fera un excellent paillage. Très nourrissant. La végétation est extrêmement dense. Alors, tout a essayé de monter le plus possible en hauteur parce que c'est une zone, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui est à l'ombre de cette petite haie interne composée de noisetiers et de pêchers. Il y a également du liseron, un peu moins que de l'autre côté. Alors j'essaie de retrouver aussi mes 3 pieds de consoude. Alors là elles ont eu mal, hein. Déjà on les voit plus. Elles sont étouffées par les orties. Mais je ne perds pas espoir parce que la consoude, une fois qu'elle commence à prendre racine, si je fais un petit peu le ménage devant, elle arrivera à pousser correctement. Et là, oh surprise, en tout cas bonne surprise, un pied de bardane. Alors pour le moment, lorsque je suis en train de défricher, j'en suis pas à 100% sûr. Mais en ayant fait des recherches, voilà, j'ai un pied de bardane qui a poussé de manière spontanée. Alors ça a le même goût que l'artichaut. Je vais le laisser se développer et aller jusqu'à graines pour pouvoir en planter un peu plus loin dans le jardin. Ah, les feuilles sont immenses. Alors maintenant je commence à procéder à la coupe. Alors j'active un petit peu quand même la vitesse de la vidéo parce que c'est pas très intéressant de me voir à l'action pour couper des orties. Alors je n'arrache pas les orties, déjà parce que je l'utilise comme paillage, comme engrais vert et également pour mes tisanes. Savoir que j'ai un séchoir électrique. Voilà, donc à la belle saison, surtout au printemps, hein, donc ce que je fais c'est que je prends des jeunes pousses et je les fais sécher à l'intérieur avec des rondelles de citron
d'autres agrumes, style donc orange, et ça me permet de me faire de bonnes infusions. Donc pour moi l'ortie c'est très intéressant. J'avais visité des jardins où les jardiniers étaient tellement efficaces qu'ils n'avaient plus d'ortie. Donc moi c'est l'inverse, je protège, c'est à dire que j'essaie de faire en sorte que déjà je conserve les rhizomes, je les laisse monter à graines, et surtout je ne les arrache pas. Donc là on ne voit pas mais à l'écran, mais en haut à droite, eh bien c'est la petite mare. Voilà, donc tout ceci va me donner un paillage nutritif, de l'engrais vert à foison. Ça va me permettre de couvrir le sol, de limiter l'évaporation, de nourrir mes vers de terre et la biodiversité. La terre de notre potager est une terre argileuse. Pour l'histoire, c'est un potager qui a été créé avec les autres sur une ancienne carrière. Nous avons donc reconstitué progressivement son sol de manière à ce qu'il soit fertile, car à la base il était essentiellement composé de terre de remblai. Pour mes tomates, je procède à 3 trous d'une demi-bêche de profondeur, dans lesquels je vais mélanger directement 2 grosses poignées de fumier avec la terre.